Je vais vous résumer ce livre. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Ça va être une initiation à la communication non violente. C'est une édition de 2018 de 318 pages dont nous allons voir la table des matières. En introduction, on va voir que la communication peut entraver la bienveillance. Puis on va partir dans la technique de la CNV avec ses principes OSBD, avec en commencement l'observation sans évaluation. Puis on va s'attacher à identifier et exprimer les sentiments, en n'oubliant pas d'assumer la responsabilité de ces sentiments. Et puis à travers la compréhension de notre besoin, on va pouvoir être amené à demander ce qui contribuerait à notre bien-être. Puis après, il sera détaillé une partie sur l'empathie. Un aspect important est de pouvoir se relier à soi-même avec bienveillance. Tout aussi important, pouvoir exprimer pleinement sa colère. Et une dernière partie orientée sur de la résolution de conflits, en terminant par d'autres petits sujets comme se libérer et accompagner les autres, et aussi comment exprimer sa reconnaissance en communication non violente. Cet ouvrage est écrit par Marshall Rosenberg, qui était un psychologue américain et qui a été le fondateur de ce concept de communication non violente. Le premier chapitre s'intitule « L'élan du cœur aux sources de la communication non violente ». Et il commence avec cette citation « Ce que je recherche dans la vie, c'est la bienveillance, un échange avec les autres motivé par un élan du cœur réciproque ». Et d'ores et déjà, l'auteur souligne l'importance du langage dans la promotion ou l'entrave de la bienveillance. On va apprendre à diriger son attention en utilisant un langage qui nous permette de rester connecté à notre bienveillance naturelle. Et ce, même dans des circonstances difficiles. On va être invité à reconsidérer notre façon de nous exprimer et d'écouter en transformant les mots en réponses conscientes basées sur nos perceptions, émotions et désirs. La CNV va nous aider à observer les comportements et les situations qui nous affectent et ce sans jugement ni évaluation. Elle va aussi nous aider à exprimer clairement nos besoins et désirs et aussi à déjouer nos mécanismes de défense et d'attaque. Dit autrement, on va développer une nouvelle perception de nous-mêmes, des autres et de nos relations. En privilégiant l'écoute attentive et empathique, la CNV génère respect, attention et un désir mutuel de donner avec bienveillance. Alors voilà, la démarche de la CNV s'articule autour de 4 composantes. Premièrement, observation. Observer objectivement les faits d'une situation sans jugement ni évaluation. Deuxièmement, sentiment. Identifier et exprimer les émotions que nous ressentons face à des faits. Troisièmement, besoin. Ici, c'est comprendre les besoins qui sont à l'origine de nos sentiments. Et enfin, quatrièmement, demande. On sera à même de formuler des demandes claires et concrètes pour répondre à nos besoins. Deuxième chapitre, quand la communication entrave la bienveillance. Dans ce chapitre, on va identifier les communications qui incitent à la violence envers soi-même et les autres. Et l'auteur appelle cela la communication qui coupe la vie ou encore la communication aliénante. Et ces types de communication nous enferment dans un monde de jugements moraux où l'on catégorise les gens et leurs actions comme bons ou mauvais. Et cette communication aliénante peut avoir ses racines dans des conceptions philosophiques et politiques qui mettent l'accent sur le mal inhérent à la nature humaine et la nécessité de contrôler cette nature par l'éducation. On connaît les jugements moralisateurs qui sont des expressions qui impliquent que ceux qui ne se conforment pas à nos valeurs ont tort ou sont mauvais. Et ce type de langage nous empêche de voir les besoins à l'origine des actions des autres et nous conduit à les blâmer ou à les punir au lieu de chercher à les comprendre. Et l'auteur souligne que le langage du « je dois » et du « tu dois » est souvent utilisé pour imposer le pouvoir et la domination, et qu'il encourage la soumission plutôt que la responsabilité personnelle. Et une autre forme de communication aliénante, ce sont les comparaisons. Et ces comparaisons peuvent nous faire du mal à nous-mêmes ou aux autres. En effet, elles nous amènent à nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce que les autres ont mieux que nous et nous empêchent à apprécier nos propres qualités et celles des autres. Et le langage peut nous empêcher de reconnaître notre propre responsabilité dans nos pensées, sentiments et actions. Et lorsque nous utilisons un langage qui nous déresponsabilise, nous attribuons la cause de nos actions à des facteurs extérieurs, tels que les ordres, les règles ou les circonstances. Et l'auteur soutient que nous sommes tous responsables de nos choix et que nous devrions utiliser un langage qui reflète cette responsabilité. Chapitre 3. Observer sans évaluer. Là, on est bien à la première composante de la CNV.
on va se contenter de décrire ce que nous voyons, entendons ou touchons, sans y ajouter de jugement ou d'interprétation personnelle. Car lorsque nous amalgamons observation et évaluation, notre interlocuteur a tendance à percevoir une critique et à se mettre sur la défensive, ce qui pourra entraver la communication. On comprend bien que l'effet d'une étiquette négative telle que paresseux ou stupide va sans dire et sera très négative, mais une étiquette positive ou apparemment neutre, telle que gentil, limite également notre perception d'un individu dans toute son intégrité. Et bien sûr, il admet que cette pratique est difficile, car nous avons tous tendance à juger, analyser et interpréter les comportements d'autrui. Le chapitre se termine par un tableau récapitulatif, avec différents cas de figure et des exemples où on va faire une évaluation. Dans cet exemple ici, on utilise le verbe être avec un qualificatif, mais on ne dit pas qu'il s'agit d'un jugement. Dans cette colonne, on voit des observations exemptes d'évaluation, et ici, on a bien une précision que c'est un jugement en disant que je pense que tu es trop généreux. Et un autre exemple sur les 7 de ce tableau qui me paraît vraiment essentiel, c'est la confusion entre prédiction et certitude. Combien de fois on entend des affirmations dans toutes ces vidéos courtes qui semblent nous mener à une vérité unique, avec ces petites phrases que si on ne fait pas quelque chose, eh bien on aura des problèmes de santé. Il y a bien sûr nécessité de mettre des nuances dans ce genre d'affirmation. Il sera préférable de bien montrer que c'est juste notre avis, et comme on est tous différents, impossible de prédire quoi que ce soit à quelqu'un. Voilà, notez que tous les chapitres ont un petit encadré comme ça la CNV en pratique, qui va donner des exemples vécus avec des échanges entre différentes personnes pour voir comment on part d'une situation plutôt violente à des situations apaisées et bienveillantes. Puis on va retrouver des exercices comme celui-ci, observation ou évaluation. On aura une série de phrases pour lesquelles on devra dire si on pense que c'est une observation ou une évaluation, et on verra les réponses de l'auteur pour chaque cas de figure. Chapitre 4, identifier et exprimer les sentiments. On va voir que c'est pas si simple que ça. Déjà, l'auteur met en avant l'importance d'un vocabulaire riche pour exprimer nos émotions, et ce avec précision. En effet, un vocabulaire affectif étendu nous permet de mieux communiquer nos sentiments aux autres. Et exprimer notre vulnérabilité à travers nos sentiments peut faciliter la résolution de conflits. Et dans un chapitre, il développe le coût des sentiments inexprimés. En effet, les sentiments inexprimés peuvent affecter notre bien-être physique et émotionnel. De plus, notre culture met souvent l'accent sur le relationnel et néglige l'expression des émotions. Puis on va apprendre à distinguer entre sentiment et interprétation mentale. L'auteur nous met en garde contre l'utilisation du verbe sentir pour exprimer des pensées plutôt que des sentiments. On se rend compte avec pas mal d'exemples que le sentir est souvent suivi d'interprétation plutôt que de sentiments. Par exemple, j'ai le sentiment que tu aurais dû te comporter autrement. Eh bien, cette phrase exprime une opinion sur le comportement d'autrui et non un sentiment personnel. Puis on va être aidé pour développer un vocabulaire des sentiments. Le chapitre va proposer des listes de mots pour aider à exprimer précisément des sentiments positifs et négatifs. L'auteur nous explique que l'utilisation de mots spécifiques est plus efficace que des termes vagues comme bien ou mal. Puis nous arrivons à un exercice exprimer ses sentiments. Cela va nous permettre d'évaluer notre capacité à identifier et à exprimer des sentiments. Donc à travers ces 10 phrases, on va être amené à se demander s'il s'agit d'expression de sentiments ou pas. Chapitre 5, assumer la responsabilité de ses sentiments. Et là on insiste bien pour dire que nous sommes responsables de nos propres sentiments, même si les actions et les paroles d'autrui peuvent en être le déclencheur. Il y a 4 façons d'accueillir un message négatif. Premièrement, se sentir fautif. Là, on va accepter le jugement de l'autre et s'accabler de reproches. Et cette réaction pourra générer de la culpabilité, de la honte et de la dépression. Deuxièmement, on pourra rejeter la faute sur l'autre. À ce moment, on pourra riposter, accuser l'autre personne, ce qui pourra conduire à la colère. Troisièmement, à travers ce message négatif, on pourra percevoir nos sentiments et nos besoins. À ce moment, on se concentre sur nos propres émotions et on pourra identifier les besoins qui ne sont pas satisfaits. Et enfin, quatrièmement, on pourra chercher à percevoir les sentiments et les besoins de l'autre. Là, on se mettra à l'écoute de l'autre et on essaiera de comprendre ses émotions et ses besoins. Bien sûr, la CNV encourage la troisième et la quatrième option, qui consiste à se responsabiliser de ses propres sentiments et à se mettre à l'écoute de l'autre avec empathie. Puis on parle des besoins à l'origine des sentiments. Ici on souligne que nos sentiments découlent de nos besoins, désirs, attentes et valeurs,
Et lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, nous pouvons éprouver des émotions négatives. Voici des exemples de formulations qui masquent la responsabilité de nos sentiments, comme par exemple l'emploi de pronoms démonstratifs sans antécédent. Par exemple, ça me rend furieuse. Ou encore des formulations ne faisant référence qu'aux actes des autres. Quand tu ne m'appelles pas, je suis blessé, par exemple. Et la CNV propose de reformuler ces phrases en reliant le sentiment à un besoin. Par exemple, je me sens comme si, parce que je, etc. Un petit chapitre, exprimer ses besoins ou les taire, quel est le plus douloureux. Et ici, on souligne la difficulté, voire la peur, d'exprimer ses besoins dans un monde où l'on est souvent jugé. Et cette difficulté est particulièrement marquée chez les femmes, conditionnées depuis des siècles à se sacrifier et à renier leurs besoins pour se consacrer aux autres. Seulement taire ses besoins engendre une souffrance profonde, souvent plus intense que celle que l'on craint en les exprimant. Et refouler ses besoins peut avoir des conséquences désastreuses, que ce soit un sentiment d'injustice et de frustration, ou encore de l'accumulation de ressentiments et de colère, et aussi une dégradation de l'estime de soi, pouvant aller à des difficultés relationnelles et des conflits, jusqu'à des risques de dépression. Alors voilà, exprimer ses besoins, même si cela peut paraître effrayant, est crucial pour notre bien-être et celui de nos relations. Voici arrivé à l'exercice pour identifier nos besoins. Là, on sera invité à cocher les phrases où la personne qui parle prend la responsabilité de ce qu'elle ressent. Chapitre 6. Demander ce qui contribuerait à notre bien-être. Nous voici à la 4e et dernière composante de la CNV, la formulation de demandes claires et précises. Et un point essentiel, on va être invité à utiliser un langage d'action positif. On va exprimer ce que nous voulons plutôt que ce que nous ne voulons pas. Et c'est essentiel pour éviter les ambiguïtés ou la résistance chez notre interlocuteur. En effet, formuler une demande négative risque de laisser l'autre dans l'incertitude quant à nos attentes réelles. De plus, une demande formulée en termes négatifs peut être perçue comme une critique ou un reproche, ce qui risque de déclencher une réaction de défense. L'auteur illustre ce point par l'exemple d'une femme qui demandait à son mari de passer moins de temps au bureau. Eh bien, sa demande formulée négativement s'est retournée contre elle. Au lieu de passer plus de temps avec elle et ses enfants, le mari s'est inscrit à un tournoi de golf. Et aussi, on n'oubliera pas de demander un retour. En effet, une fois que nous avons formulé notre demande, il est important de vérifier si elle a été comprise comme nous le voulions. En effet, le message que nous envoyons n'est pas toujours celui qui est reçu, et des malentendus peuvent facilement survenir. Pour s'assurer que notre message a bien été compris, nous pouvons demander à notre interlocuteur de le reformuler avec ses propres mots. Et lorsque nous demandons un retour, il est important aussi de préciser le type de réponse que nous attendons. Voulons-nous savoir ce que l'autre ressent, ce qu'il pense, ou s'il est prêt à entreprendre une action spécifique par exemple. En tout cas, on revient à la précision de l'objectif qui est derrière notre demande. Il va être en effet important d'être conscient de cet objectif qui motive la demande. Et attention, l'objectif de la CNV n'est pas de manipuler l'autre pour obtenir ce que nous voulons. C'est bien d'établir une relation fondée sur la sincérité et l'empathie. Et lorsque notre interlocuteur comprend que nous nous soucions de ses besoins autant que des nôtres, il sera plus enclin à répondre favorablement à notre demande. Et il va être important de garder cet objectif à l'esprit, même dans les situations où nous sommes tentés d'imposer notre volonté. Puis nous arrivons à l'exercice pour pouvoir formuler des demandes. Ici, on va être invité à cocher les phrases où une action concrète est clairement demandée. Alors j'en arrive à mes conclusions personnelles. Comme il insiste dans son livre, il y a bien sûr un bénéfice sociétal à aller vers cette communication non violente. Mais nous l'avons bien compris, c'est à la fois nécessaire pour aller vers ça, mais vital pour nous. Il va déjà s'agir d'être très doux avec nous et de faire preuve d'auto-empathie, d'avoir des mots positifs, d'éviter les je dois, mais je choisis de. En tout cas, ce livre est très complet, il est aussi composé d'exercices et d'exemples, et il peut donc servir de base à une étude plus approfondie et à un entraînement, car comme il a eu l'occasion d'insister plusieurs fois, il y a pas mal de choses à changer dans nos conditionnements et ils sont nombreux, et donc il va être utile de pouvoir se voir autrement, de se reprogrammer et de s'entraîner, et de pratiquer avec soi-même et avec les autres. Pour premièrement se sentir mieux, il a souvent parlé de bien-être et de joie, et là pour le coup d'une manière égoïste on a tout à y gagner, mais aussi comme nos relations sociales font partie des attentes importantes au niveau santé, plus on aura des relations sociales riches, apaisées et positives, et plus on en tirera aussi un bénéfice personnel.
Voilà, vous pouvez cliquer sur le mot rejoindre en bas de cette vidéo pour supporter cette chaîne ou accéder à une version longue de ce résumé. Voilà pour le résumé de ce livre.